Moi, j'ai été dans un des premiers villages d'élevage de moutons. Ce que change le réchauffement climatique pour eux, ça apporte surtout de l'imprévisibilité. L'économie reste assez largement dominée par des Danois qui se sont installés au Groenland. C'est un territoire dont on parle peu habituellement, qu'on connaît aussi assez mal. En tout cas, je l'assume moi personnellement, ne pas très bien connaître le Groenland. Et même, tu me le disais avant d'entamer les discussions, Nelly, que toi-même, tu connaissais pas très bien ce territoire finalement avant de t'y rendre. Non, c'est clair, c'est vraiment un pays dont on parle très peu en France. Ouais. Et qui est très très particulier parce que déjà c'est la plus grande île du monde et ça on a un peu tendance à l'oublier. Donc le Groenland c'est à peu près 4 fois la France métropolitaine avec 80% du territoire qui est couvert d'une immense calotte glaciaire. Donc ce qu'on peut imaginer un paysage très 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 blanc, mais les côtes, surtout la côte ouest, sont pas forcément comme ça. Déjà, elles ne sont pas enneigées ou englacées toute l'année. Et c'est beaucoup plus montagneux que ce à quoi moi je m'attendais. Personnellement, j'avais un peu l'image d'une immense banquise. Ouais. C'est pas du tout le cas. Okay. C'est vraiment un paysage très montagneux avec des petites villes, avec des maisons très colorées. Bon, ça, on a un peu plus ces images. Au fond de fjords, donc de vallées de bras de mer, en fait, assez étroites, assez encaissées, qui protègent un peu des tempêtes. Le Groenland, c'est une ancienne colonie danoise qui a été intégré au territoire danois dans les années 50 et qui a ensuite pris son autonomie dans les années 70, puis autonomie qui a été élargie en 2008-2009. Mais c'est toujours un territoire qui est lié au Danemark, qui est sous tutelle danoise en fait, pour un certain nombre de compétences, notamment les affaires étrangères, la défense, ce genre de choses. L'usage de la langue, en fait, le danois est encore la langue dominante de l'administration. Et finalement, l'économie reste assez largement dominée par des Danois qui se sont installés au Groenland potentiellement il y a assez longtemps, mais qui sont quand même danois. Et en fait, un militant indépendantiste que j'ai rencontré me disait ici, toutes les choses importantes sont en main des Danois, sauf la politique, parce que bon, ça ferait mauvais genre. Mais sinon, c'est les Danois qui dominent. Et lui, il avait travaillé il était même ancien PDG de la compagnie de navigation, qui est vraiment la ligne qui relie le Groenland au reste du monde, parce que comme c'est une île arctique, il y a très peu de choses qui poussent. Donc on importe de l'extérieur énormément de choses. Et lui était choqué quand il est revenu au Groenland après des années à travailler à l'étranger, de se rendre compte que même après 2009 et l'autonomie élargie, ces lignes de navigation allaient toujours en très large majorité vers le Danemark. Et qu'en fait, le Groenland a beaucoup de mal à diversifier, par exemple, son modèle économique, parce que beaucoup de choses doivent toujours passer par Copenhague. Par exemple, ils ne peuvent pas vendre directement du poisson à des acheteurs étrangers, parce qu'il faut que les contrôles sanitaires soient faits à Copenhague. Donc ça, c'est des freins au développement économique du pays. Après, il y a des choses qui sont plus directement du racisme, c'est-à-dire que, mais qui remontent un peu à plus longtemps. Par exemple, les Inuits qui ont été baptisés, on leur a enlevé leur nom, on leur a donné des noms chrétiens. Ça, il y a des gens qui reviennent en arrière là-dessus. Et la jeune génération, même les trentenaires, ils ont tous des prénoms inuits, alors que leurs parents ont tous des prénoms danois chrétiens. Donc ça, c'est une forme de réappropriation culturelle. Mais après, il y a des cas qui sont beaucoup plus choquants, qui remontent aux années 60-70. Et donc, le plus choquant, je pense, c'est un cas sur lequel j'ai travaillé, qui est une campagne de stérilisation forcée des femmes du milieu des années 60 au milieu des années 70, grosso modo. Où des adolescentes, essentiellement des adolescentes, pas que, mais c'est quand même le cas principal, se sont vues poser des stérilés sans leur consentement, de force, sans que leurs parents soient prévenus. Et on leur a vraiment, dans la plupart des cas, pas expliqué ce que c'était. Donc ces ados, qui sont devenus des jeunes femmes, ont gardé leur stérilet pendant très longtemps. Certaines ont gardé même pendant des décennies. Il y a eu un cas d'une femme qui s'est rendue compte seulement en 2022 qu'elle portait un stérilet, alors que cette campagne a eu lieu plutôt dans les années 60-70. Peut-être quelques cas après, mais le gros de la campagne, c'était ça. Et
quand on parle de stérilisation, on va me dire oui, mais c'est un stérilet, on peut l'enlever et on va être capable d'avoir des enfants par la suite. C'est pas forcément le cas parce que ces stérilés qu'on leur a posés étaient particulièrement gros, surtout pour des corps d'adolescentes qui, pour la plupart, avaient jamais eu de rapport sexuel. Et alors que ces stérilés étaient plutôt prévus pour des femmes qui avaient déjà eu plusieurs enfants. Et ces stérilés ont pu déclencher des infections qui ont pu conduire certaines femmes à devenir infertiles. Moi, j'en ai rencontré plusieurs qui, même si elles ont réussi à avoir des enfants, ont eu des difficultés avec leur santé sexuelle et gynécologique toute leur vie, quoi, et qui sont extrêmement marquées par ce phénomène. Ça vient d'où cette politique finalement de stérilisation forcée ? Ça remonte vraiment au moment où le Danemark intègre le Groenland au territoire danois. Donc le Groenland n'est plus une colonie, mais un district danois. Et le Danemark veut mener une politique d'assimilation très forte. Donc les Inuits, qui étaient traditionnellement un peuple de chasseurs, de pêcheurs, un peu de cueilleurs, donc qui étaient plutôt nomades, se retrouvent sédentarisés dans des villes et du coup doivent abandonner toute leur culture. Mais en contrepartie, entre guillemets, ils récupèrent, ils sont censés bénéficier des bénéfices de l'État social danois, c'est-à-dire l'éducation et la santé gratuite, entre autres. Mais c'est un peu les deux programmes phares. Le problème pour Copenhague, c'est qu'avec l'accès à la santé, et puis globalement, on est quand même dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a beaucoup moins la transition démographique se fait, et les femmes groenlandaises ont énormément d'enfants. Donc on parle à peu près de 6 enfants par femme au début des années 50. Donc la population, qui était déjà pas très importante, ça devait tourner autour de 30 000 personnes à l'époque, je pense, grandit. Et finalement, comme le Danemark paye pour le développement du Groenland, il se retrouve à payer pour plus de gens, à scolariser plus d'enfants, etc. Et donc ça, très clairement, ça a joué. Il y avait une volonté de limiter la croissance de la population, un peu pour faire des économies, même si c'est vraiment horrible et très cynique. Et aussi cette mentalité du bon colon danois, entre guillemets, parce que c'est vraiment comme ça qu'il se voit encore pour beaucoup aujourd'hui, cette volonté d'apporter la civilisation moderne, de les aider à se développer. Et se dire, en fait, des adolescentes qui tombent enceintes à 16-17 ans et puis qui ensuite vont avoir 6-7 enfants, c'est pas bien pour elles, quoi. Mais ils décident à leur place. Et personne ne les consulte. Et comme je le disais tout à l'heure, personne ne consulte même leurs parents alors qu'on parle d'enfants mineurs. Et ça a duré combien de temps à peu près ? Cette campagne officielle, elle a duré... quand je dis officielle... on a su très tard que c'était officiel, mais elle a duré à peu près de 1965-66 à 1975. Okay. Mais comme je l'ai dit, il y a quelques cas qui ont été documentés après, donc potentiellement des médecins danois qui avaient été formés à ça et qui ont continué à le faire par eux-mêmes. Et ça, comme tu le disais là et comme tu le mentionnes dans l'article, c'est quelque chose qu'on a appris assez tard finalement, un scandale qui a éclaté assez tardivement. Comment ça s'est déroulé ? Comment est-ce que ça a été révélé ? Alors, un des facteurs qui ont fait qu'on a commencé à se rendre compte que c'était vraiment une politique et pas des cas de par-ci par-là, c'est le témoignage d'une psychologue de Nuuk qui s'appelle Naya Libert et qui a posté sur Facebook en 2017, je crois, un premier récit de ce qui lui était arrivé quand elle était adolescente et de la manière dont elle a reçu ce stérilet qu'on appelle spirale au Groenland, parce qu'il a une forme, c'est pas comme les stérilets actuels qui ont une forme en T, plutôt une forme en S. Et petit à petit, des femmes lui ont écrit pour lui dire qu'elles aussi, elles avaient vécu la même chose. Et donc ça a commencé un peu cette histoire a commencé un petit peu à circuler. Et surtout, en 2022, il y a 2 journalistes de la radio publique danoise qui ont fait une grande enquête sur cette campagne, qu'on a appelée la campagne des spirales. Et c'est la diffusion de cette série de podcasts qui, là, a fait beaucoup de bruit. Est-ce que la révélation de cette affaire a cumulé aussi, on en parlait avant, aux volontés de Donald Trump d'annexer ce territoire groenlandais, est-ce que ça a aussi encouragé finalement un esprit plus identitaire au sein de la population groenlandaise ? Oui, en fait, c'est en partie la révélation et en partie le moment où ça a eu lieu, où en fait,
les Groenlandais ont commencé à se rendre compte justement que ils avaient été victimes pendant des décennies d'injustices systématiques et que le discours danois de « on est là pour vous aider, on est des bons colons » était faux, au moins en très grande partie. Et ça s'explique aussi par une plus grande ouverture sur le monde à ce moment-là, parce qu'en fait, à ce moment-là, plutôt à la fin des années 2010, où en gros, le Groenland a eu accès à un Internet haut débit et pas cher, plus tard que le reste du monde, parce que c'est des conditions géographiques beaucoup plus compliquées. Et ça a aussi permis aux Groenlandais de se décentrer, d'arrêter de regarder forcément la télé danoise, parce que c'est ça qu'ils recevaient, pour traîner sur YouTube, traîner sur les réseaux sociaux, et notamment la jeune génération qui s'est beaucoup intéressée aussi au mouvement Black Lives Matter, aux politiques de l'identité aux États-Unis, et qui a commencé à se battre pour ses droits de manière un peu plus organisée, quoi. Ok. Est-ce que... Alors, on va parler aussi d'un autre reportage que je vais vous montrer tout de suite, parce que les images sont aussi très importantes, parce qu'elles sont extrêmement mignonnes, tout simplement. C'est un reportage que tu as fait au Groenland, où tu allais à la rencontre d'éleveurs de moutons. Alors voilà, je vous montre les images. Ce qui est un peu moins mignon, c'est que ce sont notamment des fermiers aussi, qui sont très largement touchés par l'impact du réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce qu'ils sont touchés justement par le réchauffement climatique et pourquoi est-ce que tu es allé les voir? Déjà, le Groenland, globalement, se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du monde, comme les territoires arctiques, de manière générale. Et l'agriculture au Groenland, elle est très très limitée parce que on est sur un territoire où il fait très froid quand même une grande partie de l'année. Comme je le disais au début, il y a toute une partie du territoire qui est gelée en permanence, donc on ne peut absolument pas rien y cultiver. Et en plus, la population s'est plutôt adaptée à ce territoire. Les Inuits sont adaptés à ça en chassant, en pêchant et pas vraiment en cultivant. Et quand on parle d'agriculture au Groenland, en fait, en général, on parle surtout d'élevage de moutons en particulier, qui existe seulement dans quelques vallées du sud de l'île. Je crois qu'il y a 32 fermes en tout. On est vraiment sur des toutes petites surfaces, quoi. Et cet élevage, il a d'abord existé au Moyen-Âge, en fait. Quand les Vikings sont arrivés, c'est eux qui, les premiers, ont testé l'élevage de moutons au Groenland. Puis, il a été réintroduit au début du XXe siècle par les Danois, notamment parce que, de ce qu'on m'a expliqué, il y a eu une baisse du nombre de phoques qui était un peu l'aliment de base des Inuits, surtout dans cette région. Et avec aussi la hausse de la population, il n'y avait plus tout à fait assez de phoques pour nourrir tout le monde correctement. Donc les Danois ont introduit l'élevage de moutons. Et peu à peu, d'abord dans une toute petite ferme expérimentale. Et moi, j'ai été dans un des premiers villages d'élevage de moutons, qui en fait était pas un village à l'époque, mais qui a été créé par les premiers éleveurs qui sont installés là, parce que c'est une des seules vallées du Groenland où il y a de la végétation. Alors quand on dit de la végétation, il ne faut pas imaginer des arbres, ça n'existe pas au Groenland, c'est de l'herbe. Et ça, c'est déjà fou. Et en fait, c'est ça qui a donné son nom au pays, parce que Groenland, ça c'est la manière que nous on prononce le nom danois, mais l'étymologie, c'est Greenland en anglais, c'est terre verte. Et ça vient de ces prairies qui sont donc très vertes en été et qui permettent l'élevage de moutons dans la montagne et dans ces vallées. D'ailleurs, toi, pour échanger avec les personnes sur place, vous parliez quelle langue? Comment est-ce que ça s'est fait, les échanges? Alors, ça dépend où. Il y a beaucoup de gens quand même qui parlent anglais. Mais sinon, c'est pas forcément une question de génération, c'est aussi une question de milieu social. Mais les gens parlent quasiment tous danois et inuit, donc la langue inuit du Groenland, qui est le kalaallisut. Et là, je travaillais avec une interprète pour discuter. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent au Groenland dans des choses qui intéressent aussi beaucoup des puissances étrangères, et notamment les États-Unis. C'est sur les ressources que contiennent les sous-sols groenlandais, qui sont très riches en différentes choses. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que contiennent ces sous-sols groenlandais et en quoi ils sont intéressants pour des étrangers, mais aussi même pour les indépendantistes groenlandais? Ouais, alors on trouve énormément de choses dans les sous-sols du Groenland, mais notamment des métaux rares, donc qui sont pas des métaux en fait, mais bon, des terres rares, et qui sont essentielles à la transition énergétique parce qu'on s'en sert notamment pour faire marcher nos téléphones et pour faire marcher les batteries.
Et donc ça, forcément, ça suscite de l'intérêt parce qu'aujourd'hui, le marché des terres rares, il est très largement dominé par la Chine. Et donc, on est très dépendant d'un pays auquel on n'est pas tout à fait sûr de faire confiance. Et au Groenland, on sait que ces terres rares existent et on sait qu'elles deviennent plus accessibles avec le réchauffement climatique parce que la Terre est moins gelée, moins longtemps dans l'année, voire il y a des endroits qui étaient jusque-là couverts d'une couche de glace permanente qui commencent à se dégeler. Et ça, donc, ça suscite de l'intérêt des étrangers, y compris des Américains, mais les Groenlandais le voient depuis longtemps comme une source de développement, une source surtout d'entrée d'argent potentielle, parce que comme je l'expliquais au début, ils sont sous la tutelle danoise qui fournit une partie du budget du gouvernement, et ils savent très bien que pour devenir indépendants, il va falloir trouver des sources de financement alternatives à ces subventions danoises. Et les ressources du sous-sol, ça fait partie des éléments sur lesquels ils misent. En gros, il y a deux voies un peu de compensation aux subventions. L'une, c'est les ressources minières. L'autre, c'est le tourisme, mais qui est encore assez balbutiant. Alors avant de poursuivre aussi sur l'exploitation du sous-sol groenlandais, il y avait une question juste avant de quelqu'un qui rebondissait sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il y avait très peu d'exploitation au sol au Groenland et qui demandait du coup est-ce qu'il n'y a aucune possibilité de cultiver des légumes. Justement, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé parce que avec le réchauffement climatique, en gros, ce que change le réchauffement climatique pour eux, ça apporte surtout de l'imprévisibilité. Le temps peut changer très vite, du jour au lendemain. J'ai rencontré des fermiers qui ont perdu toute une partie de leur troupeau de moutons parce que en octobre, il y a 2 ans, la neige est arrivée beaucoup plus vite que prévu, et leurs bêtes étaient encore dehors, encore éparpillées, et ils en ont perdu beaucoup comme ça, ou ça leur cause des problèmes parce qu'ils se déplacent, c'est un pays où il n'y a pas de route, le Groenland, donc on se déplace en motoneige, ou en hélicoptère, ou en bateau pour des plus grandes distances, et l'hiver, on se déplace beaucoup sur les fjords qui sont gelés, qui sont en fait une couche de glace lisse, comme une forme de banquise en fait, et ça c'est très pratique pour les transports, pour se déplacer. Et avec le réchauffement climatique, cette couche de glace, elle apparaît pas tout le temps, ou elle est plus fine, ça crée beaucoup de problèmes. Mais effectivement, les fermiers se disent que le réchauffement climatique, il faut aussi s'y adapter, parce que de toute façon, c'est dans leurs habitudes de s'adapter aux conditions climatiques extrêmes. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui commencent à faire pousser des légumes. Bon, en gros, les fermes ont toujours un peu cultivé des pommes de terre et des navets, c'est des trucs résistants, pas beaucoup d'entretien, etc. Et là, il y a des gens qui commencent à installer des serres, parce que cultiver hors serre, c'est quand même assez compliqué, mais c'est pas des serres chauffées, et qui cultivent tout type de légumes, qui commencent à faire du maraîchage, plutôt des choux, des carottes, des trucs comme ça, mais aussi un peu des fraises, voire des tomates. Donc c'est possible. Après, c'est pas gagné parce que le réchauffement climatique, ça amène aussi des étés qui sont en fait moins ensoleillés et souvent moins chaud et plus humide, plus pluvieux que ce qu'ils connaissaient auparavant. Donc c'est pas que des données positives, mais l'hiver dure moins longtemps, donc ça permet le maraîchage. Et parmi les impacts négatifs aussi du dérèglement climatique, il y en a aussi sur l'exploitation des ressources en sous-sol. Je disais dans l'un des reportages que certains disaient que finalement ça pouvait engendrer plus de vent, des vents violents, et qui du coup pouvaient avoir des conséquences sur la pollution avec l'exploitation des ressources de sous-sol. Oui, bon, en fait ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'exploitation minière au Groenland, elle est encore très très minime en fait. Il y a eu des mines par le passé, certaines qui étaient d'une relativement grande ampleur, mais c'était vraiment des phénomènes ponctuels. Quelques mines à quelques endroits dans un territoire qui est très vaste. Aujourd'hui, malgré le gros potentiel dont je vous ai parlé, il n'y a que 2 mines qui fonctionnent au Groenland. L'une, c'est une mine d'or qui vient de réouvrir, et une autre, c'est une mine d'anorthosite, je crois, qui est un composant qui est utilisé notamment dans la construction, notamment pour l'isolation. Ça fait quelques années qu'elle est en fonction. Ce sont des exploitants groenlandais ou étrangers ? Alors, c'est toujours un peu compliqué avec les compagnies minières parce que c'est toujours beaucoup d'acteurs, mais la mine d'or, elle est dirigée par un Islandais
et je pense pas qu'elle soit groenlandaise. Peut-être qu'elle a quelques capitaux groenlandais, mais c'est pas la majorité. Et l'autre se présente comme une entreprise groenlandaise, mais on sait qu'elle a aussi des investisseurs étrangers, notamment canadiens. Enfin, mais ça, c'est un peu le classique dans le domaine minier. Mais ce à quoi tu fais référence, les problèmes posés par le réchauffement climatique, et effectivement cette question des vents et des tempêtes qui deviennent plus violents, c'est lié à une autre mine qui a un très gros potentiel, une mine mais qui a le problème d'être située près d'une petite ville qui s'appelle Narsak, qui est une mine où on pourrait exploiter des terres rares qui pourraient être très utiles pour la transition énergétique. Mais c'est aussi une mine où on trouve de l'uranium et où les Danois, dans les années 60-70, je crois, ont fait des tests d'exploitation d'uranium à l'époque pour faire fonctionner leur centrale nucléaire qu'ils ont ensuite mise à l'arrêt. Et cette question de l'uranium exploité à, je crois, c'est 7 ou 8 kilomètres à vol d'oiseau entre la mine et la ville, ça inquiète beaucoup la population locale, notamment parce que cette ville de Narsak, elle est située dans le sud du Groenland, là où se trouvent ces fameuses fermes à moutons dont j'ai parlé. Et si on a de la poussière d'uranium qui s'envole avec ces vents violents et qui vient se poser sur les sols qui sont jusqu'ici absolument pas pollués, parce qu'il y a très très peu de sources de pollution au Groenland, ça risque de complètement transformer la manière dont la population en fait s'appuie sur la nature et vit assez bien avec la nature. Est-ce qu'il y a quand même dans la population groenlandaise une volonté de plus exploiter ces ressources en sol, ou est-ce que se dégage à l'inverse plutôt en effet ce souci de préserver leur santé, l'environnement, et donc d'y aller mollo avec cette exploitation des ressources de sous-sol? Globalement, les Groenlandais sont plutôt ouverts à l'exploitation minière. Déjà parce qu'ils ont bien conscience que s'ils veulent l'indépendance, et ils la veulent, il va bien falloir la financer d'une manière ou d'une autre. Et les ressources minières, c'est quand même une des meilleures pistes. Mais ils ne sont pas prêts à tout sacrifier à ça. Donc, par exemple, cette mine d'uranium, elle n'a jamais pu ouvrir parce que le gouvernement précédent s'est fait élire en promettant qu'il passerait une loi qui interdit aux mines qui exploitent en partie l'uranium, même si c'est seulement en partie, qui les empêche en fait d'ouvrir. Et c'était un des... Bon, là, la campagne a beaucoup moins parlé de ça, mais les opposants à la mine étaient très inquiets avec le potentiel changement de gouvernement, qui a un retour sur cette question. Pour le moment, c'est pas le cas. Et vu ce qu'on m'a dit, en gros, ça serait pas forcément, même si le nouveau Premier ministre est plutôt plus enclin à faire fonctionner des mines avec de l'uranium, il a aussi conscience que changer la loi tous les 3 ans, c'est pas ce qui va favoriser la confiance des investisseurs. Donc, il y a cette limite de l'uranium, et il y a aussi une autre limite. Au départ, en 2009, quand le Groenland a récupéré le contrôle de son sous-sol, vraiment dans l'idée d'en faire un pilier de son indépendance financière, l'idée, c'était plutôt que les terres rares, c'était d'exploiter le gaz et le pétrole. Donc là, c'est plutôt des exploitations offshore, donc en mer. Mais le problème, c'est que y avait eu encore peu d'études qui avaient été faites. On ne savait pas exactement où sont ces ressources. On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas exactement où, dans quelles conditions, etc. Et en 2009, c'est aussi la crise financière. Et donc, les grosses entreprises pétrolières que le gouvernement groenlandais essaie de convaincre de venir au Groenland, elles ne se sont pas aventurées sur un marché qui est très risqué, avec des conditions climatiques très compliquées, et elles ont préféré investir dans des endroits très connus, genre le golfe du Mexique par exemple. Et donc ils ont un peu raté le coche. Et aujourd'hui, il y a un moratoire et il n'y a plus de possibilité, ne serait-ce que de faire de l'exploration pétrolière ou gazière, parce que ils se sont dit, il faut genre 15 à 20 ans pour instaurer une plateforme pétrolière ou gazière. Donc ça va nous amener à, 2035, 2040. Est-ce qu'on va encore utiliser du pétrole à ce moment-là? Est-ce que ce sera encore rentable? Probablement pas. Et de toute façon, on sait qu'il faut qu'on arrête de brûler du pétrole, sinon le réchauffement climatique va s'accélérer et c'est tout notre mode de vie qui reste de basculer. Donc oui, c'est un équilibre qui est difficile, mais qu'ils essayent de trouver.